Il y a eu d'abord un travail de la Cour des comptes, qui vous a été présenté devant cette commission le 12 mars, exactement. Et j'ai souhaité compléter le travail de la Cour des comptes, le préciser, pour apprécier deux choses. D'une part, la qualité de la réorganisation en cours, car justement, à la suite du travail du contrôle général des armées, la ministre, le ministère s'est engagé dans une transformation sur ces sujets-là. Donc, où est-ce qu'on en est? Et puis, l'autre aspect des choses, c'est évidemment, est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Qu'est-ce qu'il faut compléter? Alors, le rapport traite de différents sujets, un transport terrestre, mais les points les plus délicats sont en fait sur le transport aérien pour différentes raisons que vous allez comprendre. La Cour des comptes avait souligné la complexité des contrats, très très grande. Donc si les commissaires qui les passent ne maîtrisent pas beaucoup de données, y compris techniques, ils peuvent passer à côté d'un certain nombre de choses. La Cour des comptes avait souligné donc l'inexpérience des commissaires qui passent ces contrats, souligné également des pressions très fortes sur le terrain qui ont lieu et qui peuvent biaiser les contrats, et puis l'insuffisance des contrôles internes. Et enfin, la Cour des comptes avait pointé un autre sujet qui était un sujet de sécurité des vols. Là-dessus, j'ai pu constater qu'en un an, le travail... S'il vous plaît, il y a vraiment trop de bruit, vraiment. S'il vous plaît, si vous avez des conversations à l'extérieur. J'ai pu constater là-dessus que le travail entrepris par le ministère a produit des résultats, notamment sur la mise en place d'une expertise préalable qui aide les commissaires effectivement à attribuer les contrats, à les reformuler. Donc il y a quelque chose de très utile qui les laisse moins seuls face aux difficultés du terrain. Donc il y a une prise en compte par la métropole, un encadrement juridique bien meilleur, et aussi des contrôles internes qui font que tout cela est beaucoup mieux cadré sur le plan juridique, et c'est absolument certain. Sur le plan de la sécurité, parce qu'il y a eu un certain nombre de vrais accidents, de 9 morts en 2 ans, et puis d'autres incidents qui n'ont pas été mortels mais qui auraient pu l'être. Sur le plan de la sécurité, là aussi le ministère a pris la mesure des dangers, des risques, et a dépêché un audit qui s'appelle Safety Audit, dont je parle dans le rapport, et qui a permis de faire de bien meilleurs contrôles des sociétés des avions des sociétés avec lesquelles travaillent nos armées. Donc là aussi sur le plan, et ça a conduit à la mise de côté d'un certain nombre d'appareils défectueux. Donc une prise en compte des problèmes juridiques d'abord, des problèmes de sécurité ensuite, qui est réelle et positive. Néanmoins, un certain nombre de sujets demeurent, y compris sur cet aspect sécurité. Finalement, le ministère a délégué cette mission d'audit qui est positive en matière de sécurité à une structure qui s'appelle l'OSAC, mais qui est sur le plan juridique, qui appelle un certain nombre... Et son travail était bon, j'ai aucune remise en cause à faire là-dessus. En revanche, la structure juridique de l'OSAC, elle interpelle un petit peu. L'OSAC est une filiale d'une société anonyme dont le capital est détenu par une association dont on ne peut pas connaître les membres. Donc il y a quand même une petite difficulté sur une mission qui est véritablement régalienne. Qui c'est ce membre? Est-ce qu'ils sont impliqués dans le transport aérien? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts? Donc autant sur l'aspect sécurité, je pense que les choses ont été prises à bras-le-corps, il faut le saluer, autant il me paraît y avoir un petit risque juridique qui n'est pas purement théorique. Parmi les personnes que j'ai auditionnées, certains dénoncent des conflits d'intérêts. À tort ou à raison, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il y a pour l'État, là, une vigilance juridique à avoir, et je pense que c'est une mission véritablement régalienne et qui ne devrait pas être déléguée, et qui devrait effectivement rester dans le giron de l'État. Il me semble qu'on est dans des missions centrales de l'État, il peut y avoir un débat sur ce sujet. Donc, avancée sérieuse en matière de sécurité, mais interrogation juridique qui demeure forte pour ma part. Alors après, je voudrais insister sur 2 risques qui avaient été à peine vus par la Cour des comptes et qui me paraissent très graves. Le premier, c'est le risque de sécurité, mais plus au sens de la sécurité des avions, mais au sens de la confidentialité. Vous voyez bien que ces transports infrathéâtres, s'ils sont confiés à un certain nombre de sociétés, ces sociétés peuvent avoir quand même des informations de façon ou directe
ou indirectes qui concernent le mode opératoire de nos armées, ce qu'elles font, enfin des informations qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Il y a un autre aspect. Normalement, ces sociétés aussi sont amenées parfois à transporter nos forces spéciales. Ces sociétés, souvent étrangères, sont appelées à connaître le nom des forces spéciales, qui doit être normalement protégé. Donc il y a une vraie difficulté en matière de confidentialité qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment vue. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le risque que j'appelle réputationnel. Quand on regarde un petit peu les sociétés, la structure, les personnes, voilà, on peut avoir des doutes sur leur activité. Pour certaines, on n'a pas vraiment de doute. On constate qu'elles sont mises en cause dans des trafics ou dans des activités qui ne sont même plus douteuses, voilà, qui posent problème. Est-ce que le fait pour nos armées de travailler avec ces sociétés ne pose pas au moins un problème d'image? Et là aussi, image et confidentialité, on retrouve les mêmes problématiques qui me paraissent assez lourdes. Alors, dans ce cadre-là, je veux à la fois saluer la réorganisation qui est en cours, mais ne dire que si elle s'arrête là, elle n'est pas suffisante. Donc je fais 3 suggestions pour aller jusqu'au bout du travail d'assainissement qui me paraît nécessaire. La première, elle touche au sujet que je viens d'évoquer, c'est l'attribution du confidentiel défense. On a pensé le confidentiel défense avec tout à fait d'autres préoccupations. On le pensait pour protéger des secrets des industries d'armement ou pour protéger des secrets internes au ministère. Vous voyez bien que le confidentiel défense, dans le cas des externalisations, c'est tout à fait autre chose. Donc il y a à repenser qu'est-ce que c'est le confidentiel défense pour ces marchés externalisés. Donc ça, il y a un travail qui doit être fait. J'ajoute par ailleurs que la DRSD fait très bien son travail, mais voilà, qu'il n'y a pas de nouvelle définition sur ce sujet qui me paraît d'actualité. Et si on lui confie, ce qui me paraît devoir être le cas, cette nouvelle mission, ça suppose un renforcement. Aujourd'hui, elle n'a pas complètement les moyens de prendre en compte cette mission. Voilà, donc ça me paraît, compte tenu de ce que sont les sociétés que j'évoquais tout à l'heure, absolument indispensable de procéder à ce renforcement du confidentiel défense appliqué aux externalisations. Le deuxième point d'amélioration qui me paraît important, je ne pense pas qu'on puisse tout mettre en patrimonial, mais faire un effort notamment sur les hélicoptères lourds qui concernent notamment nos forces spéciales, toutes les armées en ont. Ça ne serait pas un effort financier gigantesque et je pense qu'une grande partie des difficultés que je pointais tout à l'heure disparaîtraient. Donc il y a en partie un effort patrimonial à faire, en particulier sur les hélicoptères lourds, ce que réclame d'ailleurs le patron des forces spéciales. Et puis le dernier point, c'est vrai, on peut améliorer les procédures juridiques, le cadrage, c'est ce qu'a fait l'état-major de façon assez satisfaisante. Mais vous voyez bien que si le cadre juridique s'améliore, mais que les sociétés qui sont concernées ont effectivement un profil un petit peu discutable ou un petit peu douteux, on aura amélioré les choses formellement, on ne les aura pas améliorées en réalité. Donc je pense qu'il faut aider ou favoriser à une sorte de réorganisation du marché. Et c'est pour ça que je suggère que l'on fasse pour le transport tactique, comme on est en train de faire pour le transport stratégique, la mise en place en fait de contrats cadres qui permettrait d'avoir un pool de sociétés que l'on connaît et sur lequel on peut déclencher un certain nombre de contrats ponctuels en fonction des demandes des armées et en ayant quelques exigences, sans doute avoir un siège social en France, être employeur des équipages, et essayer de faire en sorte que ces équipages ne soient pas recrutés dans le monde entier, mais soient plutôt des réservistes opérationnels français. Il faut sans doute leur demander aussi d'être propriétaires de tous les matériels, de tous les avions utilisés, ou au moins en partie.
et évidemment d'être habilité compte financier défense. Donc je pense qu'avec ce marché cadre et avec les mesures que je préconise, on aurait une situation beaucoup plus saine qu'actuellement. Voilà en grande ligne les recommandations. Un tout petit mot encore, Monsieur le Président. Je consacre aussi quelques lignes à l'économat des armées, qui est un intervenant assez important pour les OPEX. Là aussi, il y a un sujet juridique. On ne sait pas très bien juridiquement ce que c'est, l'économat des armées. C'est à la fois une centrale d'achat et une quasi-régie. L'exercice de la tutelle par l'état-major, les contrôles par Bercy sont à mon avis insuffisants. Et je suggère, et les contrôles de l'Assemblée nationale sont assez rares, je suggère de transformer l'économat des armées en un opérateur, ce qui donnerait une lisibilité budgétaire, une capacité à pouvoir regarder ce qui s'y fait, avec une intuition que j'ai, mais il faudrait peut-être que d'autres collègues se plongent sur l'économat des armées. La valeur ajoutée de l'état-major de l'économat des armées est assurée dans son cœur de métier, qui est l'alimentaire pour nos troupes. En revanche, ils se lancent dans d'autres types de marchés. Je ne suis pas sûr que leur valeur ajoutée là-dessus soit clairement démontrée. Donc je pense qu'il y a vraiment à se réinterroger sur le rôle de l'économat des armées.